Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Perrine Suquet avec Charlotte Méritant. C'est Philippe Duval qui est à la réalisation technique de cette émission et à la une de l'heure du crime. Aujourd'hui, le mystère du pont de Ligonnès. C'est le titre d'un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions de l'Archipel et dont les auteurs Béatrice Fontenot et Jean-Michel Laurence sont mes invités. Bonjour Béatrice Fontenot. Bonjour Monsieur Pradel. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci surtout, et à vous aussi Jean-Michel Laurence. Bonjour. Merci de nous donner la primeur sur RTL de ce livre qui évidemment était attendu parce que c'est un des plus grands mystères criminels de ces dernières années. L'affaire est loin d'être résolue. L'enquête, on peut le dire, malheureusement, est au point mort. Il y a cet homme qui est présumé coupable d'un quintuple assassinat. Mais là encore, on se demande s'il s'est suicidé ou s'il est parti en cavale quelque part, peut-être au bout du monde. On se pose même la question, on y reviendra parce que vous l'abordez dans votre livre, cette question, on se pose même la question de savoir s'il est coupable ou innocent. Que se serait-il passé dans ce cas-là? Ou alors, il est coupable, mais il a peut-être eu un complice. Bref, il y a énormément de questions qui se posent. Et puis, je voudrais, avant de vous laisser parler un peu, je suis désolé, je suis un peu bavard aujourd'hui, mais c'est l'enthousiasme, parce que cette affaire nous passionne, évidemment. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que ce livre est une très très bonne contre-enquête, mais il a un mérite de plus. C'est que vous publiez des textes écrits par Xavier Dupont de Ligonnès, des mails, mais aussi des courriers à des amis, à sa famille, et que d'une certaine manière, on entre dans la tête du présumé tueur. Donc, qu'est-ce qui a déclenché, je l'ai pas dit, mais vous avez été tous les deux très longtemps chroniqueurs judiciaires, notamment à Nice Matin. Vous êtes maintenant journaliste indépendant. Qu'est-ce qui vous a déclenché? Cette affaire criminelle nous a interpellés par la violence des faits, qui est en complet décalage avec le quotidien apparent, paisible et ordinaire de cette famille. Il y a, comme vous venez de le dire, il y a la dimension psychologique et aussi spirituelle de cette énigme. Et en fait, ce qui nous a frappé avec Béatrice Fontenot, c'est que chacun a sa propre théorie sur cette affaire, sans qu'elle ne soit forcément étayée. Alors, il nous a semblé vraiment pertinent de proposer pour la première fois une enquête où nous sommes employés à rassembler toutes les pièces du puzzle autour d'une architecture qui nous semblait cohérente, l'enquête officielle, la contre-enquête donc d'une partie de la famille et les pièces à conviction, afin de donner un éclairage nouveau, le plus complet possible. Alors c'est très intéressant parce que ces pièces à conviction, vous les présentez dans votre livre à charge et à décharge. On y viendra tout à l'heure. Et puis vous dites aussi quelque part, parce que vous citez des rencontres avec des proches, avec des avocats, mais on a l'impression que tout le monde est gêné aux entournures. Ça n'a pas été facile de faire une enquête sur cette affaire. C'est une vraie enquête de journalistes. Ils ont demandé 5 mois de travail non-stop avec Béatrice. Et c'est vrai que c'est une affaire très très sensible, qui est toujours d'ailleurs en cours d'instruction, où beaucoup de personnes sont muées, tout simplement. Donc il a fallu creuser chacune de ces pistes et essayer de trouver des éléments inédits pour justement dévoiler des faits étranges, des coïncidences troublantes sur fond de cette affaire qui est truffée de fausses pistes, de rebondissements et de jeux de masques aussi. Alors, on parlait de l'étonnement de tout le monde, de ceux qui ont appris comme ça qu'on trouvait toute une famille massacrée, on peut dire même exécutée en fait, et enterrée donc sous la terrasse d'une maison familiale. Mais cette stupeur, cette incompréhension était partagée aussi par les proches de la famille Dupont de Ligonnès. On va écouter un premier document RTL. C'est Georges Brenier donc qui était à l'époque au service police-justice d'RTL, qui joint très vite lorsqu'on apprend la nouvelle, qui joint au téléphone une cousine de Xavier Dupont de Ligonnès. Écoutez. Je peux même pas y croire. Enfin, je me dis, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un carnage. C'est monstrueux. Alors, qui a fait ça? 4 enfants et une femme que j'aimais énormément et 4 enfants qui étaient charmants, adorables. Je comprends rien. On est tellement bouleversés. On est effondrés, comme vous imaginez. Je les aimais beaucoup, tous ces enfants, sa femme et tout. Et de penser que ce drame est arrivé, c'est incompréhensible. Voilà. Connaissant cette famille que j'ai eue en vacances chez moi l'été dernier, enfin, tout était bien. Je vous dis, c'est incompréhensible. Je suis effondrée.
4 enfants bien élevés et gentils, des parents qui s'entendaient bien. Enfin, moi, je vois ça uniquement sous un jour parfait. On me dirait n'importe quoi, je pourrais pas croire que c'est vrai. Enfin, c'est insensé. Il était sympathique, il était gentil comme tout, il était gai. Les voir comme ça paraissait être parfait. Enfin, je tombe des nues. Je vis un cauchemar. Je me dis c'est un cauchemar. Que on va se réveiller. C'est pas possible. Je peux pas imaginer qu'une chose pareille se soit passée. Alors évidemment, c'est pour répondre à cet étonnement, à cette stupeur que vous avez mené votre enquête, Jean-Michel Laurence et Béatrice Fontenot. Il faut rappeler au début de cette émission que en fait la découverte des corps elle est fortuite. C'est parce que des proches, des voisins, ne voyant pas la famille, s'inquiètent et finissent par appeler la police. Bon, et la police va pas trouver tout de suite les corps. Enfin, on va revenir sur tout cela dans un petit instant avec vous. Mais d'abord, parce qu'il avait très soigneusement organisé la disparition de la famille. Il a écrit à l'école, il a écrit aux membres de la famille en disant on s'en va. Et ce scénario, vous allez nous le raconter dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende tout de suite un deuxième document RTL qui montre, parce que c'est un condensé, un montage, comme on dit, que nous avons réalisé. C'est Jules Roy qui a réalisé ce montage pour l'heure du crime. Nous avions diffusé ce document le 2 mai 2011 lors d'une émission spéciale. Et on va voir que dans les jours qui suivent, et dans les quelques semaines qui suivent, les événements, les découvertes se succèdent à un rythme incroyable. Écoutez. Des volets clos sur 2 étages, une boîte aux lettres enlevée et remplacée par un écriteau qui invite le facteur à retourner le courrier à l'expéditeur. Et plus aucun bruit dans cette grande maison depuis, semble-t-il, le 8 avril dernier. C'est ce qui a conduit le plus proche voisin à alerter la police. On a constaté qu'il ne se passait plus rien à côté. Donc on a vu qu'il y avait une famille de 6 personnes qui avaient soudain disparu. Après la découverte d'une jambe ce matin sous la terrasse du jardin, les enquêteurs ont sorti un premier corps en tout début d'après-midi, celui de l'un des 2 grands garçons de la famille, Arthur ou Victor. Ça fait peur. Enfin, je pensais pas qu'il y avait quelque chose comme ça qui pourrait leur arriver. C'est assez émouvant de retrouver des corps dans le jardin d'une famille qu'on connaît. Des corps qui étaient enroulés dans des sacs de couchage et que les policiers ont retrouvés dans une fosse sous la terrasse. Une fosse qui aurait été creusée à cet effet. Tous ont, semble-t-il, été tués par arme à feu, ce que devraient confirmer les autopsies qui auront lieu à partir de ce matin. Ils ont été tués selon toute vraisemblance pendant leur sommeil et au moyen d'une arme à feu, vraisemblablement une arme de calibre 22 long rifle. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, est lui toujours traqué dans le sud-est de la France. Il a été vu à plusieurs reprises, vous le savez, dans cette région, et il est évidemment le suspect numéro 1. 13 avril, il se présente seul à 18h38 à la réception d'un hôtel 5 étoiles où il n'avait fait aucune réservation. Un hôtel isolé dans une oasis de verdure avec spa et piscine et où il a laissé une très bonne impression. Très avenant, ultra poli, c'est super choquant. L'une des 2 voitures de la famille, une C5 bleu métallisée, a été retrouvée cette nuit par les gendarmes sur le parking de l'hôtel Formule 1 à l'entrée de Roquebrune-sur-Argence. Tous les ans, du mois d'avril au mois d'octobre, il se rase la tête, mais la gueule bonheur. Et je peux vous dire que si vous faites un montage photo, vous lui enlevez les cheveux et les lunettes, vous êtes absolument incapable de le reconnaître. Rasé ou pas, Xavier Dupont de Ligonnès n'a plus été vu depuis le 15 avril dernier. Julien Dugon, et vous avez entendu Patrice Gabard, le procureur de la République de Nantes et tous les journalistes qui ont tenu au courant de l'enquête les auditeurs d'RTL à l'époque. Et puis, dernière image, effectivement, captée par une caméra de surveillance dans cet hôtel, cet homme au crâne rasé, qui a un sac de sport à la main, alors y a-t-il une arme ou pas dedans, et qui, curieusement, vous le faites remarquer, regarde la caméra. Ça a frappé les enquêteurs, je crois. Oui, il regarde la caméra, et puis quelques instants avant, il a un livre aussi sous la main. Il a un livre où il y a un zoom qui a été fait sur le titre de ce livre. C'est un livre, un thriller de Bernard Minier qui s'appelle Glacé. Et quand on lit ce livre, il y a vraiment des points communs avec cette affaire c'est vraiment une lecture renversante. Alors on va faire une première pause. Bien sûr, si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages sur l'affaire, vous pouvez nous joindre au 3210 ou par rtl.fr si vous préférez l'internet et les courriels. Et dans un petit instant, on va revenir sur un certain nombre d'éléments de ce dossier qui comporte énormément, vous l'avez compris, de zones d'ombre. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
La première énigme de l'affaire Dupont de Ligonnès, c'est certainement la personnalité de cet homme, ce qu'il y avait dans sa tête. C'est pour ça que je vous disais, Jean-Michel Laurence, Béatrice Fontenot, que j'avais beaucoup apprécié, moi, dans votre livre, tous ces documents que vous publiez. On va y venir tout de suite, d'ailleurs, si vous voulez bien, Jean-Michel Laurence, parce qu'on rentre vraiment dans la tête de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Qui est cet homme? Il a véritablement écrit un scénario pour rendre sa disparition naturelle auprès de ses proches. Tout le laisse supposer, même si on n'est pas encore sûr, il n'a pas été encore... Oui, mais enfin, ce que vous publiez, là, quand même, montre qu'il y a une préméditation, en tout cas sur la disparition. Les faits établis, c'est qu'il envoie une lettre à ses proches, à sa famille, à quelques amis, 7 personnes exactement, une lettre datée du 8 avril, où dans cette lettre, que nous publions d'ailleurs en intégralité dans notre livre, dans cette lettre, il précise qu'il est un agent... un espion américain infiltré pour le compte des services de lutte contre la drogue, la DEA. C'est ça. Et donc sa famille doit quitter précipitamment Nantes pour des raisons de sécurité. Oui, parce qu'il a été repéré. Voilà. En fait. Et donc il envoie cette lettre à ses proches et mes proches le reçoivent d'ailleurs entre le 9 et le 11 avril. Il est établi aussi que au moins une personne qui a reçu cette lettre téléphone aux policiers dès le 9 avril pour leur dire on a reçu quand même une lettre un peu étrange et les policiers ne prennent pas trop cette information au sérieux. Il faut garder en tête que vraisemblablement toute la famille a été tuée dans la nuit du 3 au 4 avril. Hein. Bon. Donc là on est presque 10 jours plus tard quand ces lettres arrivent. C'est la thèse défendue par les enquêteurs en effet. Et donc le 10 avril, en tout cas, il quitte Nantes et tel un petit poussé, eh bien, il va descendre dans le sud de la France. Sa voiture va même être flashée du côté d'Angers. Il va faire des pauses dans des hôtels plus ou moins confortables. Un hôtel 5 étoiles, en effet, et puis après un Formule 1. Voilà, un Formule 1. Et il dit, et sa trace, on perd sa trace le 15 avril à 16h13, très précisément, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une vidéosurveillance où on le voit partir à pied, sur le parking Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. Je reviens sur ce scénario parce que il y a cette lettre à ces 7 proches dont vous venez de parler. Il y a des indications très précises. Qu'est-ce qu'on va faire de telle voiture? Celle-là, il faut la mettre à la case parce que c'est pas important. C'est presque comme un héritage. Il désigne ses héritiers en disant pour un tel, ça va être la machine à laver ou je sais pas quoi. Les clés de telle voiture sont sur la table du salon. Alors, ce qui est intéressant, Jacques Pradel, c'est qu'il y a au moins 2 mensonges dans cette lettre. Le premier, c'est qu'il dit que les 2 chiens, 2 labradors que détenait la famille, ils s'est occupé de leur avenir, ils vont être pris, ils vont pas être séparés. Ils ont été retrouvés morts et enterrés sous la terrasse du 55 boulevard Schumann. Et le deuxième point, il dit que la fameuse C5 a été vendue pour des pièces détachées. Et en fait, la C5 va être retrouvée par les policiers le 22 avril sur le fameux parking. Donc, il y a autre chose, je vais vous dire, moi j'en profite là parce que ça me revient en parlant avec vous. Il y a autre chose qui m'a frappé, qui m'a un peu glacé en lisant cette lettre que vous publiez in extenso. Il dit à quelqu'un, et puis bon, vous pouvez prendre des affaires, tout ça. Bon, pour tout le bric-à-brac qu'il y a sous la terrasse, c'est pas la peine d'aller voir. En gros, c'était déjà là quand on en est arrivé. Donc en fait, il dissuade soigneusement les gens qui lisent la lettre d'aller mettre leur nez sous la terrasse où en fait se trouvent les 2 fosses dans lesquelles on va retrouver les cadavres de la famille. Alors bon, ça fait beaucoup de choses. On va continuer à parler ensemble de la personnalité très complexe de cet homme, mais on va ajouter un élément là tout de suite à travers 2 documents RTL. Le premier, c'est l'interview du directeur du restaurant Le Charolais Grill. C'est un restaurant qui se trouve sur la route de Vannes à Saint-Herblain, et le dimanche 3 avril, donc le jour l'après-midi qui a précédé le drame, ce dimanche-là, Xavier Dupont de Ligonnès dîne chez ce restaurateur avec son épouse Agnès et avec 3 des 4 enfants. Écoutez le témoignage de ce restaurateur. Cette famille de 5 personnes est venue le dimanche 3 avril. Ils sont arrivés vers 20h30. Pas un mot plus haut que l'autre, pas de prise de tête, pas d'engueulade pour parler familièrement.
Rien qui puisse nous mettre sur la voie de quelque chose, rien du tout. Ça parle normalement, vraiment quelque chose de lambda. Elle demande un martini blanc à la serveuse, d'abord sans glaçon, après avec glaçon, sans glaçon. Bon, un peu indécise dans ses choix, mais ça reste des petites choses sans s'arrêter dessus, quoi. La note, c'est 136 €, avec donc apéritif, 4 menus, un plat à la carte et une bonne bouteille de vin, une Bourgogne, où je crois ils étaient le couple à boire et le plus grand. Il règle avec quels moyens? Alors, carte bancaire. Carte bancaire, ils arrivent à 20h30, ils repartent vers 21h45, 22h, et le monsieur tend sa carte pour le montant total de la note. J'ai pas envie de dire gaiement, mais normal, quoi. Rien ne laisse transparaître quelque chose. Vraiment, rien du tout. Ah, ça, c'est assez extraordinaire dans l'histoire. Donc voilà, cet homme et sa famille, 3 de ses 4 enfants, ils ont un comportement hyper normal. Et ce soir-là, et rappelons que c'est vraisemblablement dans la nuit qu'il a tué tout le monde, ou que tout le monde a été tué en tout cas, bon, puisqu'il est présumé évidemment auteur de ce massacre. Vous voyez réagir Jean-Michel Laurence. Ce soir-là, à 22h37, pardon, donc la nuit, en tout cas présumée des meurtres, il laisse un message à sa sœur Christine, un message téléphonique banal lui aussi, mais qui renforce encore le mystère. Alors, prêtez l'oreille parce que Julien Dumont s'était procuré la copie de ce message pour la rédaction d'RTL. Nous l'avons diffusé à l'époque, évidemment, sur notre antenne. Écoutez bien, mais prêtez l'oreille parce que la qualité n'est pas extraordinaire. On était à Pinoche en famille et au restaurant suite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me reviens. Tu m'envoies un petit SMS avec ton je vais coucher les enfants durant sur un seconde. À tout de suite, peut-être. Voilà, c'est incroyable, hein, quand même. Ouais. Mais c'est Maître Stéphane Goldenstein, qui est l'avocat d'une des parties civiles, représentant donc Geneviève et Christine Dupont-Ligonnès, argumente sur l'extrait qu'on vient d'entendre, en disant il a un ton de voix badin et ce n'est pas du tout le ton de voix de quelqu'un qui va tuer toute sa famille. Il est quasiment guiré, quoi, à cette heure-là, en tout cas, à 22h37. Alors, on fait une pause. Après la pause, on va vraiment s'intéresser à la personnalité profonde de cet homme, à travers, d'un côté, l'avis d'un psychiatre que nous avions contacté à l'époque, Roland Coutenceau, qui est expert auprès des tribunaux, et puis après, avec ce que vous avez retrouvé et ce que vous publiez dans votre livre. Je rappelle que Le mystère du pont de Ligonnès, le livre de mes invités Béatrice Fontenot et Jean-Michel Laurence, paraît aujourd'hui aux éditions L'Archipel. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Le mystère du pont de Ligonnès, c'est le titre du livre de Béatrice Fontenot et Jean-Michel Laurence qui sont mes invités aujourd'hui. Le livre paraît aux éditions de l'Archipel. Il est très intéressant parce que évidemment il rappelle toutes les circonstances de l'affaire, ce qu'on est en train de faire tout à l'heure avec les documents RTL, mais il y a une contribution, on va dire, des journalistes qui est d'avoir essayé de classer finalement dans les zones d'ombre tel ou tel élément qui milite dans le sens de telle ou telle hypothèse. Et les hypothèses, elles sont pas très nombreuses. On les rappelait au début de l'émission où il a tué toute sa famille. Et il est donc présumé quintuple meurtrier. Et ensuite, il y a encore un sous-chapitre. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il s'est suicidé après tout cela? Et puis il y a également, et ça on en parlera tout à l'heure puisque vous l'abordez, et c'est la thèse d'ailleurs qui est soutenue par sa sœur Christine et par sa mère Geneviève notamment, qui considère que on l'a pas dit très clairement, mais on va le dire tout de suite, que le scénario qu'il avait bâti au départ, tout à l'heure on disait, il était infiltré dans un réseau de drogue pour le compte du gouvernement américain, et puis il s'est fait repérer, sa famille était en danger, et du coup donc il était exfiltré, hein, comme on dit dans les bons romans policiers. Il y a également cette hypothèse-là, et il y a des éléments aussi très matériels de l'enquête sur lesquels vous revenez. Qui pose quand même des questions. On peut en parler un instant quand même tout de suite de ces éléments matériels.
parce que, et notamment, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous dites dans le livre, on a trouvé les corps sous la terrasse de la maison et sous une petite chape de béton, on va dire, hein, qui fait moins de 2 centimètres. Hein. Et là, il y a eu des analyses techniques de ce béton et ça pose un vrai problème que vous allez nous expliquer. Mais, quand les corps sont découverts le 21 avril, les policiers grattent le sol donc sous la terrasse et tombent en effet sur une chape de béton. En fait, c'est du ciment prompt. Et les policiers constatent que ce ciment est pas complètement sec. Alors que toutes les personnes qui font un petit peu de bâtiment savent que le ciment prompt a une prise très rapide et donc si Xavier Dupont-Ligonnès est parti, comme semble être établi le 10 avril, comment peut-il être question d'un ciment friable et pas complètement sec le 21 avril, soit 11 jours après que cette fosse ait été faite. Voilà, donc là il y a vraiment un problème matériel. Vraie question. Alors ou bien il a eu un complice et quelqu'un qui est venu mettre le béton, mais ça personne, il n'y a aucun élément matériel qui... Soit il est revenu de Roquebrune-sur-Argence pour finir le travail entre les perquisitions des policiers. Il y en a eu 4 entre le 13 avril et le 21. Bon, c'était souvent à la même heure, vers les 16 heures, mais bon, voilà. Et il y a autre chose aussi, on entre dans des détails macabres, mais bon, on a trouvé les corps étaient recouverts de chaux. Or, les enquêteurs ont découvert qu'il avait acheté 40 kilos de chaux vives. Eh bien, ces 40 kilos ne sont pas suffisants pour détruire les corps. C'est la contre-enquête qui est faite par Christine et Geneviève Dupont-Ligonnès. Là-dessus, ils disent oui, en effet, l'achat de chaux est pas suffisant. Peut-être pour les chiens uniquement, voilà, mais pour aider la putréfaction des chiens, mais en aucun cas pour les corps humains, c'était pas une quantité suffisante. Donc voilà, il y a plein de points d'interrogation. Donc je renvoie tout le monde à cette partie-là de votre livre. Je voudrais simplement qu'on vienne maintenant au personnage, comment il fonctionne dans sa tête. Alors on le voit comment il fonctionne dans sa tête avec un certain nombre d'éléments que vous publiez, et notamment on a dit que c'était à l'époque c'est une famille très religieuse. Sa maman a cru voir à plusieurs reprises la Vierge Marie. Enfin bon, c'est pas banal. Et lui, il se situe comment par rapport à tout ça? C'est la clé pour nous de cette enquête, de cette énigme. C'est dans cette affaire hors norme, il y a la personnalité de Xavier Dupont-Ligonnès. Une personnalité complexe avec un jeu de masques, des apparences. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ces lettres? Qu'est-ce qu'il dit sur ces histoires religieuses? Parce que ça lui occupe beaucoup la tête. Et il est quasi obsédé par la religion. Ça, on peut l'affirmer parce qu'on a des écrits. Juste un an avant les faits, il de façon obsessionnelle, il écrit des mails sur un forum catholique, où quand on lit ces mails, on est sidéré, notamment il lance une idée de réflexion sur les sacrifices humains, y compris de ses propres enfants, en disant que les sacrifices humains sont des actes par excellence du culte divin. Quand on lit ça, on se dit que on est dans une spiritualité très singulière. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il reproche à sa mère de lui avoir fait croire un certain nombre de choses. Il dit c'est un peu comme un enfant quand on lui fait croire au Père Noël, et puis après quand l'enfant découvre que le Père Noël n'existe pas, ça peut faire des drames. Mais lui, adulte, il découvre que le Père Noël, en l'occurrence les apparitions et les choses comme ça, ne lui paraissent avoir été inventées. Mais il n'accuse pas trop sa mère non plus. Il dit, elle est sincère, elle m'a fait croire involontairement, etc. Donc là, on arrive dans une personnalité extrêmement complexe. On va faire une pause et on va continuer à parler du portrait psychologique de cet homme à travers un autre document, un enregistrement que nous avons fait avec l'expert psychiatre Roland Coutenceau. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Alors, dans toute affaire criminelle,
Jean-Michel Laurence, il y a une énigme évidemment, comment des gens apparemment ordinaires franchissent la ligne jaune, le mystère du passage à l'acte, on est loin de l'avoir élucidé. Et là, évidemment, c'est encore pire, si j'ose dire, avec cet homme-là, parce qu'il y a d'un côté un scénario qui est écrit vraiment comme un scénario de cinéma, hein, ou comme un roman, où il justifie les disparitions, etc. Et puis on l'a pas dit, on l'a pas rappelé, mais il a aussi écrit à l'école de ses enfants pour expliquer. Il a payé des choses qu'il devait pour qu'il n'y ait pas de dette derrière. Enfin, c'est très méticuleux. Alors, on avait demandé, lors d'une émission que nous avions consacrée à l'affaire du pont de Ligonnès, on avait demandé à Roland Coutenceau son éclairage de psychiatre. En fait, on lui avait posé la question, quoi. Est-ce que cet homme, pour vous, est fou, hein? Écoutez la réponse. Quand un acte est ornant, est horrible, on voudrait croire que c'est la folie. Ça serait reposant. Mais a priori, on ne peut pas l'exclure, il faudrait examiner cet homme, mais il ne se comporte pas comme un fou. Il n'est pas en dehors de la réalité. La deuxième cause, qui est très connue, c'est la dépression. Il y a des papas et des mamans qui déprimés, qui ont assez de la vie, et donc qui partent avec leurs enfants. Mais là, classiquement, le parent se suicide dans la foulée. C'est le fantasme de partir à plusieurs vers un monde meilleur, entre guillemets. Ici, c'est quelque chose d'exceptionnel qui, effectivement, m'a fait penser très rapidement à l'affaire de Jean-Claude Roman. C'est au fond quelqu'un qui a une double vie, on va le dire comme ça, et qui est en menace d'être démasqué. Et pour bien comprendre les choses, dans un premier temps, il est en menace d'implosion. Ça lui paraît impensable que sa famille le voit comme tel. Et c'est dans cette dynamique, mais exceptionnelle, comme Jean-Claude Roman, ce sont des cas extrêmement rares, où au fond, ma thèse, c'est qu'au fond, il les tue pour tuer en eux la possibilité de regarder, de le juger, de porter un jugement sur cette face de lui-même qu'il leur a cachée. Pardon, c'est très... Pardonnez-moi. Je suis en train de m'étouffer en même temps. Très intéressant ce que dit Roland Coutenceau. Il compare à l'histoire de Jean-Claude Roman. Il faut se souvenir que Jean-Claude Roman avait bâti, lui, tout son roman sur le fait qu'il était médecin à l'OMS, chercheur, etc. Mais que le drame avait éclaté, il avait tué toute sa famille, et le chien d'ailleurs, de ses parents, parce que il était rattrapé il n'avait plus d'argent pour payer les traites de la maison, etc. Le scandale allait exploser. Alors on se dit, est-ce que ça a pu être le cas? Alors peut-être que là, Béatrice Fontenot, on vous a pas entendu beaucoup depuis le début de l'émission, mais je sais que cette affaire de dette, vous l'avez creusée dans votre contre-enquête pour voir quelle était la situation financière de cet homme. Est-ce qu'il était aux abois? Oui, il était aux abois, c'est sûr. Il avait devait de l'argent à une maîtresse qu'il avait emprunté 50 000 euros. Il payait plus ses loyers. Il avait des dettes d'URSSAF. Bon, après, il y a Maître Godenstein qui défend donc sa sœur et sa mère, dit que finalement, il avait 2 000 euros de prestations sociales et il était inscrit à Pôle emploi, ça lui a rapporté 2 000 euros. En gros, il dit il avait 4 000 euros par mois à ne rien faire. Voilà. Ouais. Donc, mais les 50 000 euros de sa maîtresse, il les avait empruntés à sa maîtresse parce qu'il avait inventé un système, une société, quoi, qui nécessitait un apport d'argent, bien sûr, et il faisait un peu le tour de France des hôtels-restaurants avec cette idée-là. Et c'est comme ça qu'il explique dans son courrier que c'est parce que il passait sa vie à voyager en France dans les hôtels, les boîtes de nuit, que la DEA américaine lui avait dit mais il y a des trafics de drogue, etc. Peut-être vous pouvez nous donner des informations. Donc il y a une cohérence, quoi. Mais alors c'est compliqué de savoir quand il part. Qu'est-ce qui se passe avec ces sociétés? Elles sont toutes dans le rouge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elles n'ont pas fait faillite, finalement. Il y a une société qui a été liquidée en janvier de 2012. C'est la société Self-Ref. Et il y avait une ardoise assez importante. Assez importante, d'accord. Ouais. Bon, alors il y a ça. Qu'est-ce qui pourrait l'innocenter? Qu'est-ce qui pourrait l'innocenter? Eh bien, c'est qu'on le retrouve vivant
et que lui nous dise exactement ce qui s'est passé. D'accord. Tout simplement. C'est une vérité encore de la palisse, mais c'est vrai à ce stade de l'enquête. Après, nous, ce qu'on essaye de développer dans notre livre, c'est des points d'ailleurs qui sont inédits ou peu connus du grand public. Alors, il y a un point que vous avez découvert, vous. Voilà. Vous appelez ça dans le livre les clés du 55. Voilà, 55, c'est l'adresse Boulevard Schumann. Hein. C'est quoi cette histoire? Quand on en parlait tout à l'heure, quand il quitte donc Nantes et qu'il fait sa lettre à sa famille et ses proches, il donne des consignes et il dit surtout à ses amis les clés de la maison du 55 sont cachées dans un compteur EDF à l'extérieur de la maison. Donc merci de prendre les clés. Il suffit d'un peu de bidouiller pour ouvrir le compteur EDF et puis rentrer à l'intérieur pour faire du rangement. Ce que vont faire deux amis. Ça c'est établi. Le 10 et 11 avril, il y a deux amis de Xavier Dupont-Ligonnès qui rentrent à l'intérieur de la maison. Ils vont même d'ailleurs ouvrir le frigo où il reste un muscat entamé. Ils vont aller sur la terrasse, ils vont boire un verre, ils vont fumer une cigarette sur la terrasse où ont été retrouvés les corps 10 jours plus tard. Tout à fait. Alors, donc la maison était ouverte aux 4 vents. Voilà, donc tout le monde pouvait rentrer parce qu'il y a eu une histoire de serpillière mouillée qu'on a retrouvée au cours de l'enquête. C'était quoi cette histoire? L'histoire de la serpillière mouillée, c'est que là c'est établi par les différentes perquisitions policières qui ont eu lieu entre le 13 avril et le 21, le jour de la découverte des corps. Le 18 avril et le 20 avril, les policiers constatent qu'il y a une serpillière en effet mouillée avec du produit désincrustant et cette serpillière comment peut-elle être mouillée aussi s'il est parti du jour avant? C'est une question, voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment les deux thèses. Alors, Maître Gonenstein, il dit, moi, j'ai fait l'essai à la maison. Oui, voilà. La serpillière est complètement sèche et Madame la procureure de la République de Nantes, Brigitte Lamy, elle a pas fait l'essai, mais elle dit non, tout dépend si elle est en boule ou non. Voilà. Donc c'est cohérent. Oui, non, mais c'est des petits aspects d'une enquête, mais qui montrent toute la complexité de tout ça, parce que qu'on peut dire quand même, on peut aussi tirer un coup de chapeau à la PJ là. Bien sûr. Enfin, vous en parlez dans le livre, ils ont mis des moyens sur le terrain, mais incroyables. Sans succès, malheureusement. Ils ont pas eu de chance, quoi. Mais c'est pas faute d'avoir travaillé. Oui. Mais quand on voit vraiment la chronologie des perquisitions, on se rend compte, par exemple, que la veille de la découverte des corps, il y a une perquisition très fine qui est faite où ils passent d'ailleurs ce fameux produit, le Blue Star. Oui, pour voir s'il y a des traces de sang. Ils en découvrent des affines du côté de la cuisine, mais ce qui va être l'élément déclencheur, c'est qu'ils vont apprendre ce fameux 20 avril qu'il y a des traces bancaires qui font apparaître l'achat, donc on en parlait tout à l'heure, de chaux, de rubans adhésifs, de sacs poubelles et de ciment prompt. Et alors là, ils se disent, le lendemain matin, on va aller directement dans le jardin et on va creuser. Et là, ils découvrent le corps. C'est l'élément déclencheur. Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission. On n'a pas parlé des relations entre Agnès, sa femme, et Xavier Dupont de Ligonnès. On n'a pas trop parlé non plus de cette certitude de sa mère et de sa sœur que en fait il est vivant toujours et que les corps n'étaient pas il faudra que vous disiez ce que vous dites dans le livre là-dessus, parce que bon, franchement, pour les enquêteurs il y a quand même pas de doute, mais enfin la famille en doute. Et puis on verra peut-être quel scénario on peut encore bâtir avec des points d'interrogation, mais c'est un petit peu la règle dans cette affaire. L'heure du crime sur RTL. Les invités de l'heure du crime aujourd'hui, Béatrice Fontenot et Jean-Michel Laurence, sont les auteurs du Mystère Dupont de Ligonnès. C'est le titre de leur livre qui paraît aujourd'hui aux éditions de l'Archipel et dont ils nous ont offert la primeur dans cette émission. Alors, je rassure tout le monde, vos futurs lecteurs, c'est que vous dites tellement de choses qu'on abordait les choses les plus saillantes, mais il y a vraiment les textes auxquels on faisait référence tout à l'heure. Il faut vraiment rentrer dedans, les lire, prendre le temps de les lire. Ça, c'est la grande différence entre la radio et les livres. Mais c'est absolument passionnant. Alors, parlons quelques instants, Jean-Michel Laurence, des relations dans le couple, parce qu'en fait, le couple bat de l'aile depuis pas mal de temps.
malgré ce côté religieux, ce côté catho, ce côté bon chic, bon genre, si j'ose dire. Il y a des problèmes de couple, il y a une infidélité de part et d'autre dans ce couple. Le couple se sépare d'ailleurs quelques mois en 2005. Oui. Il y a d'ailleurs une main courante qui a été faite au commissariat de Nantes par Agnès Dupont-Ligonnès en disant voilà, il y a eu une scène de violence avec un de mes fils. Il a frappé un de ses enfants, voilà, je suis inquiète. Et je suis inquiète et je m'autorise d'ailleurs à porter plainte par rapport à ce comportement-là. Il est établi aussi que Xavier Dupont-Ligonnès a au moins une maîtresse. À qui il doit de l'argent. Oui. Alors c'est une espèce de réponse parce que on va pas rentrer dans le détail, je renvoie tout le monde au livre, mais en gros, c'est une femme aussi qui est solitaire, qui doit avoir aussi ses problèmes dans sa tête. Elle est quasiment addicte à l'internet. Elle va sur des sites de rencontres. Et comme elle a une aventure amoureuse, lui en miroir quoi finalement, il a aussi une maîtresse quoi. Et une maîtresse à qui il va quand même emprunter ces fameux 50 000 euros dont parlait Béatrice tout à l'heure. On est loin du couple épanoui, ça c'est sûr. Il y a des problèmes psychologiques de part et d'autre. Et il y a une vraie détresse aussi, me semble pour les deux. Agnès, c'est sûr, tous les proches l'ont dit, même si elle était gaie, vivante, en apparence épanouie, mais derrière, il y a quelque chose de plus profond. Il y a une souffrance, derrière. Alors, il y a cet élément-là, il fallait absolument en parler, et maintenant il faut. On va en venir à Geneviève, la maman, et Christine, qui, elle, pense vraiment que, en fait, ce qu'il a dit dans sa lettre est vrai. Ils se sont exfiltrés, ils sont protégés par le gouvernement américain, ils ont changé d'identité, et elles n'en veulent pour preuve que, pour elles, les corps ne sont pas les corps de la famille, parce qu'il y a une erreur, je crois, sur la taille de l'un des cadavres, qui ne correspond pas à la taille réelle de Agnès. Et en plus, les corps ont été incinérés et les résultats des ADN sont arrivés après. Donc elle dit, il y a une manipulation, quoi. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Non, mais ce qui est sûr, c'est que au niveau des prélèvements, il y a eu des prélèvements ADN de tous les corps et il y a eu des comparaisons entre l'attribution de nom à donner à chaque corps avec des empreintes digitales qui ont été faites pour. Il y a même une histoire de tatouage qui a été retrouvée sur le corps d'un des enfants, quoi. Cette thèse. Pour nous, ne tient pas trop la route dans la mesure où il appartient d'ailleurs à la famille de faire don de son propre ADN. Voilà, si elle veut lever le doute, voilà, c'est ça. complètement. Ils font don de leur ADN et il suffit après de comparer au moins avec les trois enfants, puisque Arthur n'est pas le fils naturel de Xavier Dupont-Ligonnès, mais en ce qui concerne Benoît, Anne et Thomas, la comparaison d'un ADN de la famille donc de Xavier avec ces prélèvements-là, enlève tout doute. Alors en même temps, on se dit que voilà, qu'est-ce qu'on ferait dans les mêmes situations? Elle se réfugie, il y a une grande douleur. Bien sûr. Il y a quand même un élément assez concret, c'est que on va l'entendre d'ailleurs, Geneviève Dupont de Ligonnès, la maman, qui croit donc toujours d'abord en l'innocence de son fils et elle croit à la lettre qu'elle a reçue. Elle a affirmé au micro de Julien Dumont, vous allez l'entendre maintenant, que la famille avait reçu des menaces, de lourdes menaces. Ma belle-fille en était très inquiète, elle s'en est ouverte auprès de quelques amis. Il y avait de lourdes menaces contre la famille, on peut traduire par menaces de mort, qui se sont intensifiées à tel point qu'elle a dû changer de numéro de téléphone, changer son adresse je sais pas comment on dit, intermail. On doit pouvoir retrouver la trace, on doit pouvoir remonter à la source. Et je m'étonne qu'au bout de 6 mois, ce soit resté dans l'ombre et qu'on n'en ait pas fait plus de cas. Voilà, c'était le 12 décembre 2011, cet extrait d'interview que nous venons de passer. Et donc pour elle, si les menaces existent, évidemment, Xavier dit la vérité, il est menacé, il faut mettre sa famille à l'abri, ils partent aux États-Unis. Alors il reste très peu de temps. Il y a quand même une autre hypothèse qui a été émise. Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait pêché l'idée du scénario de son quintuple assassinat aux États-Unis en 1989, parce que il y a une histoire incroyable, l'histoire d'un monsieur qui s'appelle John
List, qui s'appelait John List, et qui avait tué en 71 toute sa famille, dans des circonstances très très proches du scénario du pont de Ligonnès. Cet homme avait disparu, comme Xavier Dupont de Ligonnès, mais 17 ans après, à cause d'une émission de télévision qui s'appelle America Most Wanted, émission spéciale de nos confrères américains, et puis on passe un buste et une photo vieillie de John List. Et là, quelques centaines de coups de fil qui viennent des quatre coins des États-Unis, le FBI remonte ces 400 coups de fil, et puis bingo, comme ils disent, voilà. Il retrouve John List, il a changé d'identité, il est marié sous un autre nom avec une femme avec qui il a eu des enfants, il est agent d'assurance. Et évidemment, là ça s'arrête pour lui. Ensuite, il est condamné et il expliquera que la seule issue pour lui, c'était de tuer toute sa famille parce que il avait des dettes, qu'il ne pouvait plus payer les traites de sa maison. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse-là? Cette hypothèse... Comme on dit à la télé, ça sera votre dernier mot, hein, parce qu'on arrive vraiment au niveau de la similitude des faits, c'est vrai que c'est très très troublant. Mais il y a tellement de choses aussi troublantes dans cette affaire. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment en tout cas. Merci Béatrice Fontenot. Merci Jean-Michel Laurence. L'émission est terminée. Alors n'oubliez pas le titre, c'est simple à se souvenir. Le mystère du pont de Ligonnès qui paraît aujourd'hui aux éditions de l'Archipel. Alors l'émission est maintenant donc terminée. Dans un instant, il y aura évidemment les infos. Et puis ensuite, on va retrouver Flavie Flamand.